peut croire que intelligence artificielle ne rime pas avec petites et moyennes entreprises, mais en réalité, oui, l'IA s'adresse aussi aux petites et moyennes entreprises de tous secteurs confondus. Il y a beaucoup de bénéfices et d'opportunités grâce à l'intelligence artificielle et quelque part, grâce à certains dispositifs, on va vous aider à dérisquer les premiers projets, à y voir plus clair, sachant que c'est pas votre core business. On approchera très certainement les 300 projets IA financés d'ici la fin de l'année. On a la chance de pouvoir travailler avec plein de partenaires et de toute façon, sans eux, évidemment, on aurait bien moins d'impact. Les portraits de l'IA avec Leïla et Benoît. Bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on accueille Émilie Fogdet et Antoine Hublet qui vont nous présenter et nous parler du programme Digital Wallonia for AI. Je suis ici également avec Leïla Rebou. Bonjour à tous. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Bonjour Benoît. Hello, hello. Alors, on a en fait du temps, donc on ne sait pas très bien combien de temps ce podcast va durer. On va prendre tout le temps qu'il faut pour aborder les différents sujets qu'on a préparés aujourd'hui. Et justement, avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez, Émilie et Antoine, nous dire qui vous êtes et nous expliquer un petit peu votre parcours ? Avec plaisir et ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, Émilie Fogdet, j'ai bientôt 40 ans, tout juste. Et je suis passionnée d'entrepreneuriat et j'adore être dans des environnements technologiques. Voilà, j'ai fait une formation à la base d'ingénieur civil en mécanique avec, dès le début, dans le cadre de mes études, un cursus aussi en création de petites et moyennes entreprises. Et donc voilà, le côté entrepreneurial est quelque chose vraiment que j'adore et que j'ai aussi envie d'insuffler dans tous les projets que je peux mener. Alors, j'ai fait de la recherche à l'université. J'ai travaillé dans des boîtes comme John Cockerill et AXA, donc des environnements assez différents, mais qui m'ont permis, du coup, à chaque fois d'associer les aspects plus humains aux aspects technologiques. Voilà, et je suis ravie aujourd'hui de me retrouver donc aux côtés d'Antoine en tant que responsable du programme Digital Wallonia for AI, où justement, dans un cadre technologique, celui de l'intelligence artificielle, on a évidemment beaucoup de challenges humains à relever. Merci Émilie. Antoine. Bonjour à tous. Antoine Hublet, je suis chef de projet à l'agence du numérique en charge du programme Digital Wallonia for AI avec Émilie. Donc c'est un plaisir de collaborer avec Émilie sur le programme qui est une stratégie en matière d'intelligence artificielle pour la Wallonie. Pour ma part, j'approche la trentaine, non pas la quarantaine. J'ai un diplôme en ingénieur de gestion avec une finalité spécialisée en data science. Donc l'IA, ça me parle, ou du moins depuis que j'ai suivi cette formation, ces études. Et ça fait 3 ans que je travaille à l'agence du numérique pour le programme. Et donc avec une légère expérience dans le domaine. Je n'ai pas d'autres expériences professionnelles, mais en tout cas, je suis passionné par la thématique et ravi aujourd'hui d'accompagner une série d'entreprises via la technologie d'intelligence artificielle. Top, merci beaucoup. Mais d'ailleurs, vous parlez d'entreprises que vous accompagnez et à qui vous permettez en fait de démarrer des projets. Et Leïla et moi, typiquement, c'est dans ce contexte-là en fait qu'on vous a rencontrés. On a pas mal bossé ensemble. Vous nous avez aidé à démarrer des projets chez certains de nos clients. Et c'est de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on est arrivé à se rencontrer et que vous avez accepté aujourd'hui de participer à ce podcast. Alors, justement, on voit un petit peu le background de chacun d'entre vous. Comment est-ce que vous êtes arrivé à participer dans le programme Digital Wallonia for AI ? Donc, on a bien compris vos études, on a bien compris vos expériences professionnelles, ou pour Antoine, cette première expérience. Mais comment est-ce que vous avez trouvé votre fonction, votre rôle dans Digital Wallonia ? Et expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Eh bien, l'agence du numérique, c'est un peu le bras droit du cabinet Borsu pour mettre en place des actions en matière de numérique. Et c'est l'agence du numérique qui a fondé la stratégie Digital Wallonia, qui est une stratégie wallonne du numérique et qui regroupe notamment des thématiques comme la cybersécurité ou l'intelligence artificielle.
Et donc, évidemment, ça vient de nature du poste ici de chef de projet à l'Agence du numérique qu'on a mené cette mission pour accélérer l'adoption de l'IA avec le programme Digital Wallonia for AI. Et ce programme, pour vous donner quelques idées, il a débuté en 2019 et notre rôle avec Émilie, c'est de mettre en place une série d'actions pour accélérer l'adoption de l'IA, des actions qu'on vous parlera par la suite. Merci Antoine. Alors, pour ma part, j'avais été impliquée dans le cadre de projets de recherche au démarrage. Et puis, j'avais eu la chance, en fait, de travailler avec l'Agence du numérique directement et avec les universités et les centres de recherche pour aller déposer le projet Trail aussi auprès du gouvernement. Et donc, c'est ce qui m'a fait déjà être proche du programme Digital Wallonia for AI à l'époque. Puis après, voilà, j'ai eu d'autres missions en tant que freelance et finalement, s'est mise aussi l'opportunité, grâce à celle qui m'a précédée, Julie de Bergueil, qui travaille d'ailleurs pour Agoria comme moi, qui disait qu'elle elle changeait de fonction et le poste s'est ouvert. Et comme je le dis en souriant, mais j'ai vu la première fois ça sur LinkedIn une fois. Voilà, ça a déjà titillé ma curiosité, une deuxième, une troisième, et là je me suis dit que c'était plus du hasard et qu'il fallait vraiment que j'en sache plus. Et je suis convaincue que c'est une merveilleuse aventure. Ok, il y avait sans doute un petit algorithme LinkedIn qui avait repéré ce que tu avais envie de faire et qui t'a gentiment envoyé le poste plusieurs fois. Donc, comme quoi l'IA est partout et ça a l'air de fonctionner parce que tu remplis très bien tes fonctions, Antoine aussi d'ailleurs. Donc, voilà, magnifique. Nous, je pense que chez Delaware, on travaille avec vous depuis le début. Donc, si je me trompe pas, ça fait 3 ans. Hein. Depuis le début, je confirme. Ouais, tout à fait. Voilà, donc j'ai l'impression que ça fait plus longtemps, mais c'est vrai que 3 ans finalement. Donc c'était en plein pendant le Covid, si je me trompe pas. Tout à fait. J'ai démarré d'ailleurs mes fonctions pendant le Covid. D'accord, ok. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Super. Donc, on va peut-être aborder un peu plus en détail ce qu'est effectivement le programme Digital Wallonia for AI. Donc on a bien compris que c'était un organe qui visait en fait à promouvoir l'IA et à faire en sorte que les entreprises puissent en bénéficier. Mais j'imagine que nos auditeurs se posent la question, ok, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous offrez? Quel est l'accompagnement que vous mettez en place? Et pourquoi est-ce que, dans un deuxième temps, pourquoi est-ce que c'est important pour la Wallonie d'avoir cet accompagnement? Eh bien, le programme Digital Wallonia for AI, c'est un peu comme une marque qui est pilotée par plusieurs acteurs et dont la mission est d'accélérer l'adoption de l'IA. Et pour ce faire, on va par exemple mettre en place des actions de sensibilisation, des actions d'accompagnement ou encore des actions de formation à destination des entreprises. Donc on brasse très large au travers du programme Digital Wallonia for AI pour soutenir les acteurs. Alors je parle d'entreprise, en réalité on va même au-delà. On s'adresse aussi aux citoyens, on s'adresse aux écoles, on s'adresse aux étudiants, on s'adresse aux organisations publiques. Et donc on va toucher tout un panel via notre mission, d'une certaine manière, de par notre mission d'accélérer l'adoption de l'IA. Et dans Digital Wallonia, on va retrouver plusieurs programmes, dont Digital Wallonia for AI est peut-être un des plus gros, avec au début un budget accordé au programme de 875 000. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un programme qui tourne autour de 12 millions d'euros en combinant les financements accordés à la recherche, mais aussi aux financements accordés au programme pour, comme je le disais, la sensibilisation, l'accompagnement ou encore la formation. Donc, ce que je comprends, c'est 12 millions d'euros, pas uniquement pour Digital Wallonia, mais vraiment dédié au programme Digital Wallonia for AI pour soutenir l'ensemble de l'évolution et du push de l'IA dans le secteur. Ok. Exactement, oui. Donc, en 3 ans, c'est une évolution spectaculaire, en fait. Oui, c'est énorme. On a fait quoi? Fois 24? Impressionnant. Ah oui. Tout à fait. Et évidemment, il y a un gros morceau qui est dédié à la recherche en matière d'intelligence artificielle. Et là, on s'épaule de partenaires, des universités, des centres de recherche qui réalisent toute cette mission de travail, on va dire, de fond en matière de recherche et d'intelligence artificielle. Et puis à côté, Émilie et moi, on s'occupe principalement de la partie accompagnement des entreprises et à nouveau formation, mais aussi, il y a aussi une partie qu'on n'a pas abordée, c'est créer du lien avec l'écosystème en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en Wallonie, on a plein d'acteurs, des pôles de compétitivité, des acteurs des fois tout simplement privés, des entreprises privées comme Microsoft avec qui on peut collaborer, des universités, des centres de recherche évidemment, on en a déjà parlé, et au-delà de ça, on a également des centres de compétences qui vont plutôt, eux, s'orienter vers la formation. D'accord.
D'ailleurs, on est convaincu que c'est évidemment en travaillant ensemble qu'on va avoir plus d'impact. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui nous drive aussi au jour le jour, c'est de mettre en place des initiatives avec tous les partenaires dont parlait Antoine pour justement maximiser l'impact. On sait qu'on est une petite région. Voilà, on a effectivement pas mal d'acteurs différents, que ce soit au niveau de la formation, de la recherche, de l'accompagnement. C'est comment finalement on fait aussi travailler tout le monde ensemble pour maximiser finalement les retombées sur notre région. Mmh. Donc c'est partie des défis. Donc c'est peut-être le paysage très différent de ce qu'on trouve en Wallonie, si on compare par exemple à d'autres parties du pays ou à d'autres pays dans le monde. Le fait que le landscape des entreprises et l'écosystème justement est tellement différent qu'on a besoin d'un accompagnement très très spécifique. On a beaucoup de PME par exemple. Alors l'IA, oui, ça fait rêver, mais des PME, des très petites entreprises également, pour qui peut-être l'IA est un rêve. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de leur montrer qu'en fait, ça peut se concrétiser, ce n'est pas qu'un rêve. Tout à fait. Et alors, en fait, oui, en Wallonie, on a 98% de petites et moyennes entreprises sur le territoire. Et on peut croire que intelligence artificielle ne rime pas avec petites et moyennes entreprises, mais en réalité, oui, l'IA s'adresse aussi aux petites et moyennes entreprises de tous secteurs confondus. D'ailleurs, on touche majoritairement des entreprises du secteur de l'industrie, des soins de santé, de l'énergie, IT télécommunications, le secteur public aussi, mais on touche ici, via nos programmes d'accompagnement, 78% de PME, ce qui est quand même assez conséquent. Après, évidemment, derrière, il faut de la donnée, parce que sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et ça, c'est sans doute un des grands défis, peut-être justement des petites structures, c'est d'avoir cette donnée de qualité à disposition pour pouvoir commencer quelque chose. Exactement. Et là, évidemment, on leur laisse un peu la main pour pouvoir justement collecter ces données, mais on interagit ici, au travers du programme, plutôt sur l'aspect analyse des données, traitement des données, même si, vous le verrez par la suite, certainement vous l'entendrez par la suite via ce podcast, on propose différents dispositifs et on va aider de l'exploration jusqu'à la mise en place d'un projet. Et puis je pense aussi qu'il faut bien se rendre compte que pour les PME, d'une part, on peut avoir vite le nez dans le guidon. On n'a pas forcément la structure nécessaire non plus pour avoir toute une série de départements, de personnes qui sont dédiées justement à ce volet IA. C'est bien normal. Ce qu'on veut faire aussi, c'est aider ces PME parce qu'il y a un côté risque, évidemment, qu'elles peuvent peut-être moins prendre de par aussi le fait qu'elles soient plus petites, tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'on veut les aider d'une part au niveau aussi mindset, mais au niveau aussi, risque, pour se dire, allez, go, on y va, on teste. Il y a beaucoup de bénéfices et d'opportunités grâce à l'intelligence artificielle. Et quelque part, grâce à certains dispositifs, on va vous aider à dérisquer les premiers projets, à y voir plus clair, sachant que c'est pas votre core business. Alors, c'est peut-être le moment, justement, d'expliquer en détail, dans les grandes lignes, on va dire, les différentes options d'aide que vous proposez, les différents programmes qui sont lancés au sein de cette initiative. Et j'en profite pour rebondir même sur ce qu'Émilie disait. Notre rôle, c'est d'être un facilitateur pour dérisquer des projets numériques, et ici des projets plus spécifiquement en matière d'intelligence artificielle. Et pour ce faire, on a plusieurs dispositifs, des aides en termes d'accompagnement, qui visent d'une part à faciliter l'identification d'un prestataire capable de réaliser un projet en intelligence artificielle, mais aussi octroyer un financement pour justement dérisquer un maximum le projet et faire en sorte que l'entreprise puisse tester sa faisabilité. Ok, donc je prends l'exemple, Leïla par exemple est CEO d'une boîte de 25 personnes en Wallonie, elle a des idées. Seulement 25 49, 50. Les PME, c'est quoi? C'est 249 maximum, la définition? C'est bien ça, oui. Alors, on va se faire plaisir. Il y a 249. Voilà, t'es déjà une belle entreprise. Il y a plein de choses à faire. T'as des données. T'as tes employés qui sont tous sur ChatGPT. Ils sont tous fous. Ils veulent essayer des trucs. Mais toi, tu sais pas par où commencer. Donc, t'es au courant que Digital Wallonia peut te supporter. Alors, concrètement, je dois faire quoi pour démarrer un truc? C'est quoi les démarches que je dois suivre? Alors, on a un dispositif qui est tout prêt, effectivement, pour répondre à ce besoin-là. Le dispositif s'appelle Startia. C'est un dispositif qui a été réellement conçu pour aider justement les entreprises qui souhaitent embarquer dans le train de l'IA, mais qui ne savent pas vraiment comment.
Et donc, à travers une mission de plus ou moins 5 jours réalisée par une entreprise prestataire experte en intelligence artificielle et labellisée dans le cadre de Digital Wallonia for AI, on leur permet du coup d'avoir une vue des différentes opportunités liées à l'intelligence artificielle et finalement de ressortir avec une vue très claire de ce qui est faisable et ce qui aura de l'impact pour l'entreprise. Comme ça permet d'avoir une stratégie en intelligence artificielle et finalement aussi de se donner des priorités plutôt que de se disperser finalement à travers de nombreux projets. Ok, mais donc moi je suis Leïla, je suis CEO. J'ai vraiment pas beaucoup de temps et je me dis oh là là, je dois soumettre un dossier, je dois remplir des formulaires super longs. Je t'interromps tout de suite, Benoît. Le dossier qu'on demande en fait, c'est juste de remplir un questionnaire qui dure 10 minutes. Et quand je dis 10 minutes, c'est vraiment 10 minutes, top chrono. Et donc c'est une série de questions pour bien comprendre pourquoi l'entreprise veut se lancer là-dedans. C'est vraiment quelque chose de très facile et d'ailleurs, on a énormément de bons retours et c'est vraiment une des forces de ce dispositif, c'est la rapidité, que ce soit quand on candidate, mais aussi pour avoir une réponse parce qu'on veille toujours à donner une réponse en maximum 1 mois et on s'est donné aussi l'objectif d'encore réduire ce temps-là pour vraiment être super réactif pour les entreprises. Ok, super. Donc le lien, on va remettre tout ça pour les auditeurs. Hein. On mettra les liens vers les différents formulaires et toute l'information dans le descriptif du podcast. Il y a un truc, j'aimerais bien qu'on revienne. Donc là, on a parlé plutôt de comment est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise ou directeur IT, je peux activer les aides qui existent aujourd'hui en commençant par un Start IA. On verra qu'il y en a d'autres, on va y revenir juste après. Mais tu as aussi parlé d'Expert IA et je pense que c'est aussi très important pour d'établir un listing ou en tout cas de voir qui peut soutenir ces entreprises. Imaginons que moi, j'ai une boîte, je suis actif dans l'IT. Je délivre des services IT. Comment est-ce que je peux être labellisé Digital Wallonia for AI? Quelles sont les démarches que je dois remplir pour permettre à mon entreprise en fait de pouvoir accompagner ces PME? De la même manière qu'une entreprise candidate pour le Start IA, elle peut aussi candidater pour ce qu'on appelle le pool d'experts IA. Et au travers d'un questionnaire qu'elle va remplir, on va lui demander des informations sur son secteur d'activité, ou du moins les secteurs d'activité pour lesquels elle est experte, les expertises aussi technologiques, les projets qu'elle a déjà réalisés. Et c'est ça qui nous permet au final de faire le matchmaking avec une entreprise qui aurait candidaté pour le Start et qui aurait un besoin particulier. Imaginons par exemple que Leïla est une entreprise de 249 personnes active dans l'agroalimentaire, eh bien on va pouvoir tout simplement cibler le prestataire qui a de l'expertise dans le domaine de l'agroalimentaire et qui peut par exemple couvrir un maximum de champs technologiques, autant faire de l'analyse d'images, de l'analyse du traitement de langage, etc. Et donc on va faire le matchmaking et dire ben voilà, Leïla, je vous conseille de travailler avec telle entreprise. Ok, c'est clair. Et vous avez comme ça un gros pôle d'experts. Quel est le chiffre? Alors, au jour d'aujourd'hui, on a une 50aine d'experts qui sont labellisés, justement à travers différents secteurs, différents types d'expertise. Et ces derniers mois, on doit bien l'avouer, ce pool a bien grandi. Donc, on est aussi ravis de voir que l'écosystème, parce qu'on en parlait un peu tantôt, l'écosystème continue vraiment à se développer aussi autour de l'intelligence artificielle. Là, tu as mentionné donc 50 experts, enfin en tout cas sociétés qui sont capables de répondre à ces besoins-là. Est-ce qu'on a aussi un nombre pour le nombre de sociétés qui ont été accompagnées, enfin sociétés, organisations, organismes publics, écoles ou partout où vous êtes actifs, on a un chiffre en tête pour ça? Oui, entre le premier appel à projet qui a été lancé en, je dirais, début 2020 et aujourd'hui, c'est-à-dire on se rapproche de la fin de l'année 2023, on est ici en octobre, on peut compter 250 projets qui ont été validés en comité de pilotage, donc qui ont été validés tout simplement. Et on retrouve également 30 projets plutôt orientés secteur public sur le côté. Donc ce qui représente 280 projets et on approchera très certainement les 300 projets IA financés d'ici la fin de l'année. Donc avec une belle accélération ces derniers mois. Magnifique. Maintenant, il faut savoir aussi qu'au niveau du pool d'experts labellisés, on a vraiment besoin d'avoir quelque part des compétences technologiques, évidemment par rapport à l'intelligence artificielle, mais aussi des compétences business. Parce que
à travers le Startia, on va vraiment mettre ces deux éléments ensemble pour déterminer ce qui est opportun de faire pour une entreprise, parce qu'il faut pas se le cacher, c'est génial de lancer des projets, mais une entreprise a des ressources limitées, que ce soit en temps, en argent, en ressources, etc. Et donc, il est important de se focaliser sur les projets qui vont amener un retour, qu'ils soient financiers, qu'ils soient au niveau de la qualité, du bien-être des collaborateurs, enfin, qu'ils soient au niveau écologique. Il y a évidemment différentes manières d'évaluer un retour sur investissement et pas seulement financier, mais c'est important de se poser aussi la question avant de démarrer le projet pour être sûr de mener les projets qui ont du sens et de l'impact pour l'entreprise. Donc en fait, si je te comprends bien, Émilie, on fait pas de l'IA pour faire de la technique, quoi. C'est pas le but. On est bien d'accord, hein, mais j'essaie de... Exactement. Et même si, évidemment, on peut dire, voilà, nous, on n'est pas objectif, hein, en tant que responsable du programme Digital Wallonia-Forêt, on a jamais prôné l'IA pour l'IA, parce qu'on trouve que ça n'a pas de sens. Pour nous, c'est l'IA au service de l'humain, c'est l'IA au service d'une entreprise. Ça reste un moyen, ça reste des outils, mais toujours au service. Voilà, comme je disais, de l'humain, de l'entreprise, de cause aussi, sociétale ou sociale, et pas juste la techno pour la techno. Ok, très clair. Donc, je suis dirigeant ou pas, je remplis ce formulaire en 10 minutes pour le Startia. Donc, quand je remplis le formulaire, soit j'ai déjà une idée qui est très claire, soit on va m'aider à définir une roadmap ou un ensemble de use cases avec un impact. Comme tu le disais, financier, coût, bien sûr le bien-être, ce genre de choses. Très bien, donc j'ai eu mes 5 jours. Je sais que j'ai quelque chose à faire ou pas. Hein. Peut-être que je me rends compte qu'en fait, l'IA va pas m'aider pour mon business. Mais c'est quoi les next steps? Est-ce que j'ai d'autres moyens d'activer un petit peu le résultat de ce Startia? Oui, Digital Wallonia-Forêt propose la suite logique du Startia, qui, imaginons la société de Leila a participé à un Startia, a identifié un projet qui est prioritaire, elle peut passer à l'implémentation de ce projet, au développement. Elle peut tout simplement tester la faisabilité du projet avec un accompagnement de 6 mois, avec un expert qu'elle aura identifié au préalable, et donc un accompagnement de 6 mois pour collecter des données, labelliser des données, appliquer un modèle algorithmique et donc faire ce qu'on appelle souvent en IA de la classification ou de la prédiction sur des données. Et ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le tremplin IA, qui est le second dispositif, la suite logique du Startia et qui offre une subvention qui va jusqu'à 28 000 € aujourd'hui. Ok. Et donc, je dois obligatoirement faire un start avant de faire un tremplin? Absolument pas. On évalue le dossier, un dossier de candidature en amont, évidemment, du tremplin. Donc, on n'est pas seulement sur un formulaire de 10 minutes comme sur le start, on est sur un projet un tout petit peu plus conséquent. Et donc, une entreprise, sans avoir fait un Startia, peut avoir une idée très claire de vers où elle veut aller. Et donc, elle peut avoir une idée du projet qu'elle veut implémenter et soumettre directement un tremplin IA. On va bien sûr mesurer la faisabilité du projet, l'impact du projet via le dossier de candidature et ensuite le sélectionner ou pas via notre jury de sélection du programme Digital Wallonia-Forêt. Non, c'est vrai que ce qui s'est déjà passé, c'est qu'on a lu des dossiers tremplin IA et là-dessus, au vu parfois du manque d'informations ou du fait qu'on sentait bien que c'était dans une démarche qui n'était pas forcément assez structurée, où on n'avait pas une vue assez large de ce qu'on voulait faire, alors on a redirigé les gens vers un Startia, enfin les entreprises vers un Startia, pour leur dire, OK, commencez par ça, ayez une vision claire de là où vous voulez aller, pour être sûr, parce que même s'il y a une subvention qui peut aller jusqu'à 28 000 €, ça reste évidemment une série de coûts, et quelque chose auquel on est très attentif, c'est qu'on ne veut pas tester quelque chose juste pour tester quelque chose. L'objectif, c'est que ce soit pérenne, que ce soit mis en production, que ce soit utilisé par les équipes. Et donc, dans une série de cas, il est intéressant et vraiment conseillé de démarrer par la base, je dirais, de se définir vraiment la roadmap IA dont tu parlais, Benoît, et puis par la suite, parfois les gens se rendent compte, finalement, on n'était pas sur le bon projet, et alors là, c'est redirigé. Et dans le cas où parfois, c'est le bon projet, mais en fait, il y a aussi toute la réflexion du retour sur investissement dont on parlait, qui est du coup intégrée dans la démarche et qui du coup apporte aussi plus de poids, notamment via les directions d'entreprise, via l'ensemble, le reste des collaborateurs. Tout à fait. Oui, je confirme. C'est des réflexions qu'on a souvent aussi quand nous, on fait des projets start et tremplin. L'importance du ROI, c'est essentiel. Et parfois, c'est vrai qu'on a pu avoir tendance à l'oublier, mais c'est ça qui doit en fait guider d'abord piloter le projet en fait pour qu'il ait sa place
dans l'entreprise. Je me permets aussi de compléter. C'est aussi important par rapport à la fin d'un projet, parce que un projet en intelligence artificielle, mais on met pas tous derrière les mêmes choses non plus. On peut avoir le scope peut être plus ou moins grand. Et donc, pour gérer aussi les attentes des entreprises, c'est aussi important de savoir, OK, à partir de quel moment elles seront satisfaites et quel est le retour sur investissement qu'elles attendent et en quoi c'est réaliste aussi par rapport au projet. Parce que quand, en fait, on oublie finalement cette dimension-là, il peut y avoir des grands écarts entre ce que le prestataire avait comme retour sur investissement en tête et ce que l'entreprise avait elle-même en tête. Et ça crée des frustrations et un sentiment de le projet n'a pas bien fonctionné, alors qu'en fait, il a bien fonctionné, qu'il y a eu des résultats très probants et qui mériteraient d'être, de passer en production. Tout à fait. Alors justement, on parle de projet, donc on va aborder juste après peut-être quelques exemples concrets de projets qui ont été entrepris dans ce programme. Et moi, j'aimerais bien poser une autre question avant. On parle beaucoup de Generative AI depuis presque 1 an. On l'expérimente tous un petit peu, de manière plus ou moins large. Je pense que tous autour de la table ici, on a déjà bien joué avec le sujet. Mais est-ce que dans les demandes que vous recevez, est-ce qu'il y a déjà des use cases ou des starts et des tremplins qui portent vraiment sur l'exploitation de l'IA générative? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez déjà apparaître au niveau des entreprises ou ça reste plutôt au niveau des employés dans des initiatives, on va dire, personnelles? On en voit de plus en plus. À savoir que sur les 2 derniers appels, je dirais sur l'avant-dernier, on avait quelques candidatures, 1, 2, voire 3 qui utilisaient l'IA générative. Et aujourd'hui, sur le dernier appel à projet qu'on a lancé, il y a de ça quelques mois, on remarque qu'il y a énormément de dossiers sur l'IA générative pour gérer notamment tout simplement la gestion, par exemple, des plaintes des clients ou tout simplement pour épauler les collaborateurs qui doivent gérer leurs mails. Donc en fait, des tâches qui sont assez quotidiennes pour toute entreprise. Et en fait, ça c'est vraiment un fardeau en moins sur les épaules des collaborateurs. Et là, le ROI finalement est peut-être même encore plus simple à calculer. C'est le nombre de temps que tu passes pour ces tâches-là. Donc ça peut être assez clair. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord qu'on aborde maintenant quelques cas sympas, des projets qui vous ont marqué, des choses dont l'objectif la finalité était intéressante, alors qu'ils aient réussi ou pas. On peut peut-être aussi parler des projets qui ont brillé et d'autres, en fait, où l'idée était géniale, mais où ça n'a pas abouti. Je sais pas si vous en avez en tête comme ça, mais voilà. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand on réfléchit à ces 280 projets qui ont été soumis? Alors, j'imagine que ça combine start et tremplin, ces 280. Tout à fait. Et je me permets du coup de prendre la parole parce que on parlait d'IA générative. Eh bien, tout le monde connaît Peridaisa. Peridaisa ont une problématique assez forte qui est ils reçoivent 150 000 plaintes des visiteurs par an. Et ça, c'est géré par 3 personnes au sein des équipes de Peridaisa. Et donc, Peridaisa a mis en place un système pour répondre, en tout cas faciliter la rédaction de réponses, notamment pour les plaintes les plus infondées. Et ça, c'est un système aujourd'hui qui permet, parce que une entreprise n'est pas extensible, certaines personnes vont dire « Ok, on n'a qu'à rajouter 2-3 collaborateurs ». Eh bien non, c'est pas si simple. Même pour Peridaisa, qui a un parc assez grand, c'est plus simple aujourd'hui de faire appel à une technologie pour épauler justement ces 3 collaborateurs sur cette problématique. Et c'est une problématique qui est courante et qu'on rencontre même dans le secteur public. Par exemple, pour la gestion des plaintes des déchets. C'est-à-dire qu'une intercommunale, elle s'occupe généralement du ramassage des déchets et on doit bien évidemment pouvoir traiter les demandes des citoyens par rapport à ces déchets, ou du moins au traitement des déchets. Et ça représente, en tout cas le retour qu'on a eu par exemple du BEP, du Bureau économique de la province de Namur, ça représente plus ou moins 30% de plaintes qui sont injustifiées. Par exemple, mon camion poubelle n'est pas passé hier et donc mes déchets n'ont pas été ramassés. Et en fait, tout simplement, hier, c'était un jour férié. Okay. Ça arrive régulièrement et ça, pour un collaborateur, il n'y a rien de plus ennuyant que de répondre à ce type de questions. Et donc là, on met en place des systèmes qui sont capables de rédiger une proposition de réponse. Ici, on est toujours dans le cadre de l'IA générative, mais en tout cas, qui permettent d'épauler les collaborateurs pour répondre à ces demandes qui sont assez lourdes ou pénibles.
Et ce que j'aime bien dans l'exemple que vient d'évoquer, enfin dans les exemples que vient d'évoquer Antoine, c'est que d'un côté, effectivement, ça permet de gagner du temps aussi, évidemment, pour les collaborateurs qui parfois sont assaillis de plaintes, hein, comme il l'expliquait pour Perenisa. Et en même temps, là, on est sur des cas où clairement, on améliore le bien-être d'une part des collaborateurs qui doivent traiter ça, parce que au niveau du BEP, il nous disait, les plaintes, elles sont pas toujours écrites de manière très sympa, il faut bien l'avouer. Et puis aussi, le service aux clients. Et donc, où les clients, finalement, vont avoir des réponses plus rapides, où on va pouvoir aussi tirer des informations de toutes ces réponses-là et améliorer aussi les services derrière. Donc, je trouve que c'est vraiment dans un cercle vertueux. On parlait justement dans un autre épisode de ce podcast avec Alexandre Pierson, qui est échevin à la commune de Woluwe-Saint-Pierre, de ce genre de problématique, hein, le ramassage des déchets, s'assurer que tout va bien, etc. Et je me souviens plus si on avait abordé l'utilisation de la GenAI pour ça, mais typiquement, c'est vrai que c'est des suggestions ou en tout cas des questions que chaque organisme public devrait se poser, parce que des plaintes, on en aura toujours, peu importe là où on travaille. Et c'est un cas d'application qui est en fait, je vais pas dire standard, mais qui est très clair, quoi. Et là, on peut vraiment gagner très rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de projets qui vous viennent en tête? J'ai par exemple un projet qui me vient en tête assez sympa. C'est celui de Gabi Smart Care. Et Gabi Smart Care place des bracelets sur les bras des bébés, des nourrissons, pour mesurer par exemple la fréquence cardiaque, des paramètres respiratoires. Et le CTO de Gabi Smart Care, Olivier, nous mettait en avant le fait que pour un médecin, c'est pénible de devoir regarder toute la nuit, en tout cas tous les signaux qui sont récoltés par ce bracelet pour une nuit de sommeil d'un bébé. Et donc ça représente plus ou moins 2 heures d'analyse et on peut pas toujours tout voir, d'où la raison de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter des anomalies dans justement les données liées à la respiration du bébé, à sa saturation en oxygène ou d'autres paramètres qui peuvent être collectés par un bracelet connecté. Et ça, c'est génial. C'est une vraie aide aujourd'hui pour le personnel médical et ça permet aussi de faire de la prévention pour éviter justement des événements tragiques pour des bébés. Et ça, c'est une technologie que je trouve assez incroyable. Émilie a certainement aussi un cas à nous partager, je la vois. Oui, mais il y en a plein des cas. Mais on en a plus de 200. On a encore 3 heures, donc quand je rassure les auditeurs, c'est pas vrai. On a encore 2 heures, pardon. Ce que je trouve Enfin oui, on pourra en citer plein, peut-être des cas qui vont être de plus en plus parlants aussi dans les mois qui viennent, vu qu'on va arriver en hiver, c'est toutes les questions énergétiques. On a eu pas mal de projets aussi sur des lignes de production. Là, on pourrait vous citer plein de noms, mais où clairement l'intelligence artificielle joue un rôle primordial, car elle va permettre d'optimiser une série de paramètres, notamment pour évidemment limiter la consommation énergétique. Et donc au-delà évidemment de la réduction des coûts qui est générée, évidemment il y a tous les aspects aussi écologiques bien sûr derrière. Et donc je trouve que ça ce sont aussi des très belles applications dans l'intelligence artificielle. Une chose aussi que je voulais peut-être mentionner, c'est qu'on a une série de projets aussi dans lesquels des entreprises finalement développent une série de fonctionnalités pour leurs produits. Gabi Smart Care, là, c'est clairement au cœur de leurs produits. Mais certains qui avaient un produit plus traditionnel, qui géraient une série de données et qui, grâce à l'intelligence artificielle, vont vraiment permettre de décupler finalement toute cette analyse de données. On a vu récemment une société qui s'appelle Degenius et qui fournit aussi des logiciels, notamment pour des boîtes comme Sequoia, etc. Et qui, grâce en fait à l'intelligence artificielle, vont pouvoir fournir des outils supplémentaires pour leurs clients. Et eux-mêmes, ça leur permet d'étendre leur offre, de développer aussi différents business models. Et donc là, on est dans toute une nouvelle approche. On est moins dans j'améliore mes processus, l'opérationnel, mais plutôt, en fait, j'innove, je développe de nouvelles choses, de nouveaux produits à destination de mes clients. Je crois que ça te parle, ça, Benoît. Ça nous parle à tous les deux, Leïla, parce que je sais pas si on peut le dire. Oui, on peut le dire. En fait, on est assez intéressés, Leïla et moi, par justement, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, l'IA pour m'améliorer au quotidien, dans excellence opérationnelle. J'ai toujours du mal à dire ces deux mots. Mais ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut faire. C'est comment est-ce que tu peux générer des revenus en plus complémentaires avec tes données. Et récemment, on a suivi un cours là du MIT qui propose une méthodologie, en effet, le improving, qui est vraiment améliorer l'excellence opérationnelle, le wrapping, pas le dire ici, et puis on a le selling qui vise vraiment, comme je l'ai dit, à générer de nouveaux flux. Alors, c'est déjà un niveau
beaucoup plus élevé. Hein. Il faut un niveau de maturité qui est très haut pour les sociétés, sauf si elles ont démarré avec ça comme business model. Mais je pense que c'est aussi les exercices, enfin, nous, c'est ce qu'on fait en tout cas, en tant qu'expert IA, c'est de pouvoir aussi aller jusque-là avec les entreprises qu'on accompagne. C'est vraiment leur faire prendre conscience aussi que parfois, il faut sortir un petit peu la tête du guidon et se projeter à 5 ans, 10 ans pour aller vers ce genre de nouveau business model, comme tu l'as dit, parce qu'en fait, les données, elles vont être là, et une fois qu'on a atteint un certain niveau de maturité, on peut réfléchir à ce genre de choses, mais il faut se projeter déjà dans l'avenir pour le préparer. Donc, c'est vraiment un cours qu'on recommande. Hein. On va d'ailleurs aussi mettre le petit lien dans la description du podcast. Mais c'est super que tu aies abordé le truc, Émilie, parce que je pense que c'est vraiment important, en tout cas. Est-ce que tu as d'autres exemples encore en tête, peut-être, où l'idée était géniale, mais en fait, on remarque que, oui, peut-être que l'IA, c'était pas la bonne solution, ou alors les attentes ont dû être revues à la baisse parce que simplement, les conditions n'étaient pas là pour que ça fonctionne. Ou si on retourne la question, peut-être, c'est à quoi est-ce qu'il faut faire vraiment attention? On en a peut-être déjà un peu parlé tout à l'heure, mais pour qu'un projet, on maximise ses chances de résultat, disons-le comme ça. Effectivement, j'allais te proposer de retourner la question. Pourquoi ? Parce que, notamment, quand on lit des dossiers tremplin IA, il y a déjà des dossiers qui sont recalés justement pour toute une série de raisons, parce qu'il n'y a pas justement les points que je vais citer juste après qui sont présents. Un des premiers points, Antoine en a déjà brièvement parlé, ce sont les données. Voilà, si on constate effectivement qu'on est dans un scénario où on va aller collecter les données pour... En fait, voilà, on sait déjà que là, il y a un premier frein parce qu'on n'a pas encore les données aujourd'hui avant de commencer le projet. Et il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de la collecte des données. Parfois, finalement, on disait qu'on allait savoir les collecter, on ne sait pas le faire, ou c'est dans un format, etc., qu'il va falloir retravailler. Les données sont peut-être, il y a une série de données peut-être qui ne sont pas valables, etc. Donc, tout ce travail-là prend pas mal de temps. Et c'est vrai que donc ça, c'est un des points sur lequel on fait très attention. Alors, un autre point, c'est aussi de commencer avec un scope bien défini. Parce qu'évidemment, on peut penser que l'IA, c'est presque une baguette magique. Enfin, voilà, avec en plus tout ce qu'on a vu ces derniers mois, on se dit waouh, finalement, on peut tout faire avec l'IA. Mais non, ça reste, c'est pas une baguette magique. Et si on part sur des scopes trop grands, finalement, de nouveau, on se disperse trop et on n'arrive pas à avoir des résultats qui sont peut-être suffisamment significatifs que pour être convaincu aussi que l'expérience était une bonne expérience. Et puis, on en parlait, je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est fondamental. C'est la question du retour sur investissement. Mais au-delà juste du pur retour sur investissement, c'est finalement tout l'état d'esprit dans lequel on se met et dans lequel on place aussi l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que finalement, je veux tester l'intelligence artificielle juste pour le tester, comme nous, on a fait des tests aussi avec ChatGPT, etc. Ou est-ce qu'en fait, je vais avoir une vraie démarche, finalement, qui peut être aussi la même pour le numérique, mais une vraie démarche de dire, voilà, en fait, j'ai des besoins importants à tel et tel niveau, et voilà comment je vais procéder pour répondre à ces besoins, qui soient au niveau, on parlait des lignes de production, de l'optimisation des matières premières, du fonctionnement des processus internes, etc. Donc il y a vraiment cette question-là qui est essentielle. Et alors, n'oublions jamais le côté humain. Pour moi, il y a vraiment toute la partie changement, gestion du changement. Les projets les plus pérennes sont ceux dans lesquels les équipes sont embarquées. Parce qu'il y a eu soit un travail déjà avant, soit en cours, ils ont amené assez de personnes aussi pour travailler sur le projet, pour qu'elles soient conscientes aussi des bienfaits. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir peur de l'intelligence artificielle, peur que ça prenne leur job, peur que ça chamboule trop leur quotidien, peur, pour toute une série de raisons qu'on comprend bien évidemment, mais c'est comment on peut dépasser ça et vraiment embarquer tous les collaborateurs pour comprendre ce que c'est, pour comprendre pourquoi on le fait aussi et pour donner des vraies chances au projet. Et ça, c'est vrai que c'est un projet en soi, souvent. Donc, il y a l'aspect technique où les experts vont intervenir, créer les modèles, créer les applications nécessaires, les intégrer dans les systèmes existants, si le POC est une réussite. Mais après commence en effet l'adoption, la communication, la gestion du changement, l'explication de ce que l'IA fait et
prendre conscience aux gens que les résultats proposés sont en fait des résultats valables, si le modèle a été bien testé au préalable, pour que les gens aient confiance en celle-ci. Et ça, c'est vrai que c'est un frein qu'on voit régulièrement, mais qui doit être abordé avec des techniques, une façon de gérer différente. Moi, j'ai 2 questions. Tout d'abord, est-ce qu'on voit qu'il y a une maturité qui est plus importante maintenant grâce au programme par rapport à l'intelligence artificielle? Donc, est-ce que les gens, d'une manière générale, la comprennent mieux dans ce que vous voyez autour de vous, dans les sociétés qui vous contactent? Notamment, je pose cette question-là parce que donc moi je suis dans l'intelligence artificielle donc depuis un certain temps et j'ai souvenir d'un des premiers très très gros projets dans lequel j'ai embarqué avec une intercommunale de déchets et où l'objectif c'était donc en gros de faire de la détection de déchets, de la computer vision de déchets. Et ça a été honnêtement un projet formidable pour les équipes sur le terrain. Je pense que tout le monde a été vraiment embarqué dans l'histoire. Mais ça s'est révélé finalement un mi-échec parce que le client était très triste que l'intelligence artificielle ne réponde qu'à 90% de performance, ce qui est déjà extrêmement élevé. Et donc finalement, on n'a pas réussi à ménager ses attentes quant à la magie quoi de l'intelligence artificielle et du coup déçu, finalement le projet n'a jamais été mis en avant, hein, donc il a été mi-industrialisé on va dire. Donc est-ce que vous voyez encore ce genre de choses qui arrivent ou la maturité sur le sujet a évolué? Assez régulièrement en fait. Mais c'est important quand une entreprise se lance dans un projet qu'elle comprenne que l'IA c'est pas une baguette magique comme disait Émilie tout à l'heure et ça c'est un peu le rôle de l'expert qui accompagne l'entreprise de faire ça. Il faut bien poser le cadre et bien comprendre qu'un projet d'intelligence artificielle c'est comme un projet numérique, n'importe quel type de projet numérique. Ça nécessite de créer des connexions, d'avoir un socle stable avec des données, ça nécessite de l'implémentation et on n'a jamais un résultat qui est parfait. Et ça, c'est un peu le cœur de l'informatique. Aujourd'hui, il y a toujours des bugs, il y a toujours des bugs de mise à jour sur un ordinateur. Tout ne fonctionnera jamais parfaitement et ça, c'est une chose à faire comprendre. Il faut comprendre aussi, c'est quoi l'intelligence artificielle? Et ça, une entreprise doit bien le cerner. Elle doit comprendre que c'est des maths et des stats sur des données. Et pas que c'est un outil magique qui va permettre de faire toutes les tâches possibles et imaginables. Donc voilà, il faut reposer le cadre et donner du contexte. Donc effectivement, c'est un doux équilibre à trouver entre d'un côté pouvoir bien expliquer les opportunités liées à l'intelligence artificielle et tous les bénéfices pour aussi aider à l'adoption et au développement de l'intelligence artificielle et en même temps pouvoir bien amener aussi dans cette vue globale les différents risques, comme disait Antoine, expliquer aussi ce qu'est l'intelligence artificielle pour qu'on comprenne bien finalement les enjeux, les risques, les opportunités, qu'on ait toute cette vue pour se dire ok, maintenant dans mon cas, étant donné mon secteur d'activité, étant donné ce que je fais, là où je veux aller, etc., qu'est-ce qui est opportun pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Comme on disait, c'est pas de l'IA pour de l'IA, c'est de l'IA pour répondre à mes besoins en tant que personne ou en tant qu'entreprise. Et donc là, on rappelle de nouveau, du coup, le dispositif StartIA qui est fait pour ça, pour vous aider à clarifier tout ça et à définir le bon périmètre de projet. Une fois que c'est fait, on passe au tremplin IA pour tester un premier proof of concept, premier petit projet, et voir si à terme, il est opérationnalisable. Alors, est-ce qu'il y a justement d'autres accompagnements qui sont prévus après ça, que ce soit Digital Wallonia ou ailleurs, ou c'est plutôt là un effort de l'entreprise qu'on attend pour pouvoir aller plus loin? Au-delà du POC, on considère qu'une entreprise, elle doit être sûre du projet qu'elle va réaliser. On n'est pas là pour la biberonner de subsides. Ça, c'est quand même une chose importante. On a beau être un acteur d'une certaine manière régional et on est là pour les aider, mais on n'est pas là pour les tenir par la main jusqu'au bout. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà du POC,
quand l'entreprise termine, en fait, tout simplement son POC, elle doit être sûre, ok, j'ai un algorithme qui est capable de prédire à autant de pourcents, et dans cette situation, ça représenterait un gain économique, un gain peut-être humain, organisationnel, et mesurer en fait tout simplement ce gain. Donc elle doit pouvoir, au-delà d'un POC, elle a testé la faisabilité du projet et elle est capable de dire voilà le retour sur investissement que le projet est capable de m'apporter. Et donc, là, on lui laisse faire son bonhomme de chemin. Si aujourd'hui, elle a développé une solution qui est géniale et qui lui permet d'économiser 300 000 euros par an d'énergie, imaginons une grande entreprise en ce cas-ci, eh bien, c'est à elle d'investir et de passer, d'être lâchée et de pouvoir poursuivre son chemin par elle-même. Inversement, si le projet n'est pas suffisamment rentable et qu'on se rend compte que, ok, on a un cas sur deux qui est bien trié et en fait un opérateur nous coûterait moins cher et ferait le travail bien mieux, eh bien voilà, on sait qu'on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Néanmoins, il existe en Wallonie un tas d'aides, des aides à la recherche, des aides plutôt liées à comment lever des investissements, et donc qui sont offertes notamment par le SPW. Et donc il existe un tas d'aides aussi qui permettent tout simplement de, si on le veut, parce que le projet est par exemple trop coûteux, de s'épauler d'organismes qui vont justement faire des prêts ou en tout cas qui vont donner un coup de pouce pour opérationnaliser le projet. Ok, très bien. Donc peut-être pour pas clôturer le podcast, on n'en a pas encore fini, mais clôturer le sujet start tremplin et le fait de je me lance pas. Quel conseil donneriez-vous à une entreprise wallonne justement qui souhaite explorer les possibilités de l'IA en dehors de ce qu'on a déjà discuté, du start et du tremplin? C'est quoi? C'est juste d'oser se lancer finalement? C'est de remplir ce petit formulaire qui va me prendre 10 minutes et puis aller à Jacta Est? Moi, je dirais oser. Effectivement, ça ne prend que 10 minutes, mais si vraiment avant ça vous êtes encore trop frileux, je pense qu'il y a pas mal de ressources qui sont disponibles justement pour que vous sentiez un peu mieux les choses. Mais donc sur le site notamment digitalwallonia.be/ia qu'on mettra aussi dans les liens. Sur ce site, vous pourrez trouver déjà pas mal de cas d'usage dans différents secteurs d'activité. Donc ça va vous montrer déjà différentes applications de l'intelligence artificielle, d'une part. Alors il y a aussi tous les événements, les webinaires qu'on organise, les sessions de rencontres aussi, qu'on fait en partenariat avec différents acteurs, comme les chambres de commerce, etc., qui sont des moments privilégiés aussi, où vous pouvez d'une part avoir des témoignages d'entreprises, donc où sont les gens qui ont mené le projet, qui vont se retrouver devant vous pour l'expliquer, et aussi, lors de ces événements, il y a la possibilité de discuter avec des experts, du pool d'experts, et ça, je pense que c'est aussi une vraie richesse pour mieux aussi sentir les choses et vous rassurer aussi quelque part par rapport à cette démarche, et pourquoi pas vous lancer du coup après vers le Startia. Et peut-être un petit conseil, je sais que sur LinkedIn, vous êtes quand même très visible et tous les événements sont publiés aussi, donc toutes ces annonces, donc c'est un moyen facile, je trouve, de suivre en fait vos activités et de voir ce que vous organisez, et finalement ça coûte rien de faire un petit follow sur la page Digital Wallonia et à un moment en effet de se dire il y a un événement près de chez moi, j'y vais et ça me permettra de rencontrer des gens, de discuter et de commencer. Donc nous, je sais que dans le travail on est déjà venu vous voir ou même participer en fait à des speeches au Track à Namur si je me souviens bien, à la Grand Poste à Liège, il y en a eu aussi au Blue Point à Bruxelles. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, vous êtes localisé où en fait? Est-ce qu'on peut venir vous voir partout ou est-ce que c'est vraiment spécifique à une région, à une localité? J'imagine que non, mais voilà. Où est-ce qu'on peut vous voir de manière générale? Digital Wallonia, évidemment, ça parle, c'est dans toute la Wallonie. Alors, il y a d'une part les activités qu'on organise, les événements qu'on crée avec des partenaires locaux, à la Grand Poste, tu l'as cité, à Charleroi avec B4C, par exemple. Et on l'a fait il y a pas longtemps aussi du côté du Brabant wallon, donc on est partout en Wallonie, évidemment. Et puis, ça, c'était d'une part pour les événements qu'on organise nous-mêmes, avec la collaboration, on va dire, d'acteurs locaux. Et d'autre part, on a aussi des événements qui sont organisés par des partenaires et auxquels on vient se greffer. Et ça, on les valorise aussi via nos canaux de communication. Et donc, quand on fait le cumul des deux, on se retrouve avec un catalogue, un agenda qui est bien chargé et qui permet de couvrir tous les sujets. Parce que c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir travailler avec plein de partenaires et de toute façon, sans eux, évidemment, on aurait bien moins d'impact. Et donc,
beaucoup de personnes actuellement, enfin et de plus en plus, nous proposent en fait des collaborations, nous proposent même aussi d'intervenir parfois en entreprise pour justement continuer cette évangélisation. Acculturation. Acculturation. J'aurais plutôt dit parce que évangélisation, je me méfie toujours de ce mot-là, parce qu'évangélisation, gourou, etc. Oui, c'est vrai. Mais plutôt, voilà, dans une démarche positive et d'autant que eux sont très proches des entreprises et aussi connaissent bien ce qui est important pour les entreprises, à quelles questions on doit répondre pour aider les entreprises de leur région, de leurs membres, etc. Bien. Encore quelques petites questions. Une petite question compliquée là maintenant. Je pense que on arrive à un moment où on peut la placer. Alors, je sais pas si on va utiliser de l'IA pour avoir la réponse. Hein, c'est peut-être des prédictions quand même, on va voir. Comment voyez-vous l'avenir de l'IA en Wallonie dans les 5 prochaines années? Tadam. Je vois les sourires. Tout le monde se regarde. Qui va répondre? Même moi, je ne sais pas répondre, tu vois. Ouais. Ou alors, quel serait le rêve, votre rêve pour la Wallonie avec l'IA dans les 5 prochaines années? Tout le monde a un rêve, ça, on peut en parler. En tout cas, si on avait un rêve, ce rêve serait que toutes les entreprises soient conscientes de ce qu'est l'intelligence artificielle et qu'elles puissent tout simplement, qu'on ait eu cette démarche d'acculturation qui permettent aux entreprises de se rendre compte, ok, l'IA c'est ça, et en fait, dans ce cas-là, j'attaque le terrain de l'intelligence artificielle. Ou du moins, j'exploite cet outil, parce qu'il faut vraiment voir ça comme un outil pour répondre, comme le disait tout à l'heure Émilie, à des problématiques. Après, comment on voit l'IA ces 5 prochaines années? Il y a quand même eu pas mal de mouvements, on en parlait au tout début, Benoît, avec l'IA générative, il y a toujours une évolution technologique qui est continue, et on a vu ces dernières années une grosse croissance, une croissance incroyable de l'intelligence artificielle. On en parle peut-être 2-3 fois plus qu'avant, et ça, c'est impressionnant. Je crois que à l'avenir, l'IA va vraiment devenir un outil qui est populaire, qui est déjà utilisé par tous les citoyens. Quand ma voisine Yvonne prend sa voiture, elle utilise, j'imagine, un GPS, et en fait, elle ne se rend pas compte toujours qu'elle utilise de l'intelligence artificielle. Et donc, à l'avenir, ce sera encore plus présent, ce sera présent aussi dans l'activité de chaque entreprise. Ça, c'est une première chose. Et aussi, on voit derrière l'IA générative, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est ce côté un peu user-friendly de l'usage de, par exemple, ChatGPT. Et ça, pour moi, c'est un peu l'avenir. Aujourd'hui, on voit l'IA derrière un développeur, par exemple, perçoit l'IA comme des lignes de code et des données derrière un tableau ou une base de données SQL. Et en fait, l'avenir de l'IA, c'est une barre de recherche ou autre chose, mais qui permettent d'accéder facilement à une information via un langage qui est tout à fait humain ou qui est tout à fait accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Il y a un truc là-dessus, vous connaissez sans doute la Gartner Hype Cycle, hein, donc c'est toutes les technologies qui arrivent, elles sont elles sont lancées, puis elles arrivent au sommet des attentes, de ce que le monde espère pouvoir faire avec celles-ci, puis ensuite il y a les désillusions, puis ça commence à remonter, on commence à pouvoir vraiment les utiliser. D'habitude, avec ce genre de courbe, on arrive à voir les technologies justement qui vont prendre de l'importance dans les mois et années qui viennent. Ce qui était fantastique avec la GenAI, c'est que si on regarde la courbe des technos de Gartner d'il y a 1 an, elle apparaissait nulle part. Et si on regarde maintenant, en fait, elle est déjà loin dans cette courbe. Donc ça veut dire que là, on a eu une disruption incroyable, quelque chose qui est arrivé, personne ne s'y attendait, sauf ceux qui travaillaient dessus, évidemment. Et donc là, peut-être qu'en effet, dans les années qui viennent, on risque aussi d'avoir ce genre de disruption qui se reproduit à nouveau. Alors, je sais pas si c'est possible, je sais pas si c'est compliqué ou pas. Mais c'est ça qui est aussi assez énergisant, c'est de voir tout ce qui arrive avec les dérives potentielles. Hein. On n'a pas du tout abordé ce sujet-là, mais évidemment, il y en a. Donc, comment tu disais, c'est quel mot? L'acculturation. Via aussi avec une connaissance des potentiels écueils de l'IA. Je pense que c'est important de le dire, parce que là, on en parle beaucoup, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi des écueils, et il faut en être conscient. Donc voilà, encore beaucoup de choses, et j'espère que ta voisine Yvonne maintenant, avec un voisin comme toi, que maintenant elle est bien au courant de ce que c'est que l'IA, et en tout cas qu'elle peut venir prendre un café un jour chez toi pour en discuter. Elle est bien au courant, en effet. En effet. Je compléterai aussi ce qu'Antoine a dit. J'ai l'impression aussi que ce qu'amène l'IA, c'est le fait qu'on va devoir oser beaucoup plus tester, etc. Alors c'est peut-être moins dans notre mindset ici en Wallonie,
Mais quelque part, ce côté entrepreneurial, il doit être de plus en plus présent parce que, en fait, l'IA, elle va pas nous attendre. Les pays voisins, ils nous attendent pas non plus. Donc, tout l'environnement ne nous attend pas. Donc, nous, si on veut continuer justement à innover, à proposer nos produits un peu partout, etc., on se doit de continuer à se former, à être curieux vis-à-vis de l'intelligence artificielle, évidemment d'autres technos, mais je veux dire l'intelligence artificielle, en fait, c'est ça. à explorer, voilà, et à oser faire des tests. Simplement tester. Il y a des tests quelque part qui coûtent pas cher et qui permettent aussi d'apporter beaucoup de choses. Voilà. Et là, peut-être un retour d'expérience personnelle. On a beaucoup de discussions avec, dans le privé ou même professionnel avec des gens qui parlent de ChatGPT et en fait, oui, tout le monde sait ce que c'est, mais finalement, à part ceux qui sont un petit peu techno-addicts, il y en a finalement peu qui ont vraiment utilisé. Et donc, ça reste pour eux quelque chose d'un peu magique, mais qui reste un peu inaccessible. Et en fait, le message que moi je leur donnerais à tout le monde, c'est, comme tu l'as dit, c'est essayer. C'est facile en fait. On n'a plus besoin non plus d'avoir toujours des connaissances hyper poussées techniquement pour pouvoir juste interroger un chatbot. Ici, c'est donné à tout le monde et explorons un peu ces capacités-là, en espérant que cette exploration, donne lieu à des idées et potentiellement à des esprits d'entrepreneurs qui voudraient se lancer sur certaines choses. Ça, je pense, c'est un message qu'on peut aussi faire passer, c'est allez-y, essayez, et n'attendez pas non plus toujours que l'information vienne chez vous. Prenez vos deux mains, tapez sur votre clavier et voyez ce que vous pouvez en retirer. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, le vendredi dernier, avec les secteurs publics, on a organisé une session où on a testé. On a fait des vrais tests dans ChatGPT, juste pour commencer, le faire soi-même, parce que parfois on se dit ok, je le ferai, mais en fait se retrouver parfois juste devant l'écran et taper son premier prompt, on se dit mais comment je vais faire, enfin voilà. Et ici on l'a fait collectivement, c'était super intéressant, on a eu vraiment de super bons retours et c'est quelque chose qu'on dit qu'on doit multiplier aussi, parfois juste dans une entreprise, une organisation, un service, mais juste pour faire le premier pas et finalement se décider à y aller. Et un autre conseil qui est assez intéressant, et Benoît l'évoquait tout à l'heure, c'est parfois de sortir le nez du guidon et de s'entourer d'experts, de prestataires qui sont capables aussi d'identifier où sont les opportunités. Et on a une entreprise ne voit pas toujours la valeur qu'il y a derrière ces données, elle ne voit pas toujours le potentiel que peut avoir une IA générative. Et donc c'est super important de prendre du recul et des fois de se faire épauler par un prestataire ou un expert en intelligence artificielle. Et il y a des aides qui existent pour ça. Et voilà, lancez-vous. Des fois, ça vaut la peine. Et c'est les retours qu'on a d'ailleurs de certaines entreprises qui nous disent « j'y aurais jamais pensé » ou « je n'aurais jamais fait le pas ». Et grâce au programme, grâce au dispositif, j'ai pu découvrir des opportunités incroyables pour mon entreprise. Pour rebondir sur ce que tu dis, Antoine, on a enregistré la semaine passée un podcast sur l'IA et le marketing avec Jérémy Cormand, qui est expert digital marketing. Et d'ailleurs, on vous conseille cet épisode. Alors, on va voir si on l'a déjà publié ou pas. On enregistre nos épisodes avant, donc on ne sait pas encore quand ils vont être publiés. Mais en tout cas, s'il n'est pas encore publié, ça va sortir très vite. Et en fait, on lui a posé la question, parce que lui, il aime vraiment explorer, et on lui a demandé quel temps est-ce que tu passes à tester des choses avec l'IA. Donc, typiquement, principalement pour l'instant, ChatGPT. Et il nous a dit, je me réserve obligatoirement une demi-journée par semaine pour explorer et tester des choses, des nouvelles choses. Et une fois qu'il a fait cette expérimentation, il va optimiser certaines choses, ses process, etc. Et donc, ce qu'il nous disait, c'est que 25 à 30% de son temps, finalement, maintenant, était dédié à l'utilisation de ces nouveaux outils et qu'il avait un return incroyable dans son activité. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour placer le petit mot. Il organise des formations qui sont vraiment, on a vu le programme bien dédié aussi, où on peut venir avec ses propres sujets d'interrogation. Donc voilà, de nouveau on mettra le lien et allez écouter le podcast. Je pense que il en vaut aussi vraiment la peine. Voilà. C'est marrant parce que on a eu une rencontre, je crois que c'était il y a 2 semaines avec Grégory Renard, qui lui disait pareil, il disait je me prends du temps pour voir tout simplement, je me rends compte que je prends du temps à traiter mes mails, il cherche un peu, il prend du temps sur sa semaine pour tout simplement analyser comment
améliorer, comment être plus performant dans son temps de travail. Et il disait, j'ai su dégager 60% de mon temps grâce à des outils. Et il dit, ça me permet de faire plus de temps, de m'offrir en tout cas plus de temps personnel pour faire du sport ou pour passer du temps avec ses enfants. Ça, c'était la belle conclusion en tout cas qu'il nous a évoquée. Mais en effet, ça vaut la peine d'être curieux et je rejoins tout à fait ta remarque. Donc sortir le nez du guidon, ça c'est... Et puis il y a l'investissement dans l'entreprise, etc., mais aussi l'investissement sur soi, pour soi. Et je pense que ça, c'est primordial. Continuer à se former, tu veux dire? Oui. Oui, tout à fait. Et de justement tester les outils, parce que là, oui, c'est pour une activité, mais quelque part, c'est aussi pour soi-même, parce que finalement... Rester relevant sur le... Voilà, on développe aussi, même si c'est avec l'IA, une série soit de compétences, ou soit une série de choses qu'on peut faire plus rapidement, qui apporte plus de valeur pour les clients, pour les collaborateurs, etc. Et quelque part pour soi aussi, ça apportait plus de valeur. Tout à fait. Alors, peut-être une petite question, on l'a aussi légèrement déjà abordée, mais est-ce qu'il y a des événements ou des initiatives que les auditeurs devraient connaître? Bon, évidemment, on enregistre le podcast à l'avance, donc c'est compliqué de donner des événements rapidement, mais je pense qu'on peut peut-être juste dire que voilà, si on vous suit sur les réseaux sociaux, en l'occurrence LinkedIn, mais est-ce que vous êtes présent peut-être ailleurs? Oui, on est présent aussi sur Facebook, un peu moins, mais LinkedIn et Twitter. Ok. Et puis, il est toujours possible de s'inscrire à la newsletter Digital Wallonia for AI, où là, vous allez directement recevoir dans votre mailbox les événements, les formations, les webinaires, aussi l'ouverture des appels à projets. Ah, bien. Voilà, directement. Ok, donc ça, c'est le bon moyen pour savoir ce qui se passe dans l'écosystème Digital Wallonia. Et je me permets de le répéter, aussi la page digitalwallonia.be/ia. Voilà, où là, on met vraiment à jour continuellement. Et donc, quand vous y allez, vous avez la dernière information, les événements qui vont se passer dans les semaines qui viennent. Aussi, comme je disais, les cas d'usage, les témoignages et le lien vers les appels à projets. Magnifique. Et il y a même parfois des événements qui ne s'adressent pas spécifiquement aux entreprises, au secteur public. On a aussi des événements tout public. Je pense, et du coup je réponds directement à ta question Benoît, je pense par exemple au Kik Festival, qui est un festival sur le numérique et la créativité qui a lieu fin octobre. Et ça, c'est aussi des choses qui sont très riches et ça vaut la peine du coup de s'investir et de prendre quelques secondes pour aller voir sur le site digitalwallonia.be/ia ce type d'événement. Parce que c'est des boîtes qu'on voit tous les jours, ce sont des personnes qui sont pleinement impliquées dans des projets super créatifs et c'est un peu aussi comme le pavillon du numérique. Quand on parle d'IA et de créativité, on pense directement au pavillon du numérique à Namur. Ça aussi, c'est un lieu typique du numérique en Wallonie et qui vaut la peine des fois d'être visité. Tout à fait. Donc le Kik, c'est bien aussi à Namur, je pense. C'est ça, hein? Tout à fait, oui. C'est au centre-ville de Namur. Ok. Et ça démarre le 26 octobre. Et c'est chaque année, donc... Ok, donc on sait qu'en octobre, ça c'est un événement à ne pas rater en tout cas. Très bien, mais je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute. On aurait pu continuer, en fait on s'amuse plutôt pas mal. Je vois rigoler. Quand on est lancé... Voilà, c'est parti, hein. C'est parti. Peut-être pour finir, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez passer à nos éditeurs aujourd'hui? Je te laisse parler, Antoine. Oh, tu me mets la pression, Émilie. Je dirai mon message après. Alors, personnellement, si j'avais un message à faire passer, c'est le fait que l'IA, c'est vraiment un outil super intéressant pour dégager du temps, mettre en fait l'humain là où il a une réelle valeur ajoutée. Et ça, c'est peut-être le cœur même de l'intelligence artificielle, en tout cas de son intérêt, c'est de mettre l'humain là où il a une réelle valeur ajoutée, c'est lui dégager du temps sur les tâches qui sont ennuyeuses et répétitives. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez incroyable dans cet outil. Et en fait, ça se dégage d'une part dans la vie de tous les jours, quand Netflix me propose d'avoir une série qui est en lien avec ce que je regardais précédemment, parce qu'il connaît un peu mes goûts, mais ça va aussi pour les entreprises, ça marche aussi surtout, et même surtout je dirais, pour les entreprises, pour pouvoir dégager du temps, par exemple, comme on l'a évoqué, pour gérer des plaintes de clients qui sont totalement infondées. Ça, c'est peut-être la première conclusion. La seconde, ce serait, donc l'IA, c'est un outil formidable pour dégager du temps. Et donc cette complémentarité humain-machine, et c'est aussi un réel outil pour dégager pour une entreprise une valeur, on va dire, économique, une valeur organisationnelle. Et je vais revenir sur un cas en fait qui me parle beaucoup. On a par exemple rencontré il y a peu de temps et fait venir en fait Antoine Huberland, le manager de Ikea.
Tout le monde connaît Ikea. À Liège, oui. Oui. Et donc, il est manager du Ikea de Liège. Et en fait, le personnel du magasin avait vraiment mal la nuque lorsqu'il réalisait l'inventaire des produits, parce qu'on imagine les grands étalages chez Ikea, c'est très impressionnant. Et en fait, ça avait mal la nuque pour faire les inventaires, et on a tout simplement, en tout cas Ikea ici, a développé un projet pour automatiser les inventaires et donc dégager du temps pour le personnel pour faire du conseil client. Et donc là, c'est vraiment l'exemple qui met en avant cette complémentarité, en quoi l'humain est vraiment doué, c'est ce côté émotionnel. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est une forme d'intelligence humaine versus l'humain, c'est peut-être 8 formes d'intelligence humaine, et donc c'est toute cette complémentarité qui est très intéressante. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence logico-mathématique, et l'humain, à côté de ça, il a plein d'autres qualités, il en a beaucoup d'autres même, et c'est super intéressant de faire le lien entre les deux, et de travailler main dans la main, parce que 1 plus 1 ici fait 3 pour moi. Alors, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais je le dis quand même. Vas-y. J'allais dire, ne nous croyez pas sur parole, surtout. Faites votre propre expérience de manière intelligente et curieuse. Allez, osez et allez tester. Voilà. Magnifique. Léla, un petit mot pour conclure. Non, moi, c'était vraiment très, très intéressant d'en savoir plus sur tous ces projets d'intelligence artificielle au sein de la Wallonie. Je ne savais pas que la Wallonie était aussi riche de ces projets. C'est bien dommage que tout le monde ne le sache pas, mais grâce à ce podcast, ça va se savoir, et ça, c'est important aussi, et qu'on puisse pouvoir capitaliser là-dessus et catalyser tous ces efforts pour que la Wallonie puisse dire quelque chose aussi face à tous ces grands qui nous entourent. Voilà, c'est en effet un tout grand merci à toi, Émilie Fauquedet, Antoine Hublet, Léla Rebout pour ce bel épisode. On espère en effet que maintenant vous êtes tous au courant de ce qu'on peut faire, qu'il y a des accompagnements qui existent et qui vont vraiment pouvoir aider votre société à se développer dans ce domaine-là, et surtout à devenir plus visible sur le marché et j'allais dire vous améliorer, mais c'est pas le but. Et merci à tous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'intelligence artificielle dans un secteur spécifique. On va pas l'annoncer tout de suite. Je me rends compte que je parle beaucoup et que ma conclusion du coup n'est pas géniale, mais c'est pas grave, on est là, on va pas couper ce podcast, donc on continue à parler, c'est très bien. C'était Benoît Lefebvre avec Léla Rebout. J'ai une petite marre, c'est pas grave, on va pas couper, je vous le jure. Un tout grand merci. Merci à vous. On se retrouve très vite. À très bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez laisser une évaluation 5 étoiles dans votre application de podcast préférée. Ça nous aide vraiment à grandir. Vous avez un projet en IA, des idées que vous souhaitez discuter? Notre société, Delaware, peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur portraitIA@delaware.pro, portrait au pluriel, ou sur les réseaux sociaux. C'était Léla Rebout et Benoît Lefebvre, et on vous dit à très vite.